Salut et bienvenue sur Anakaland pour la vidéo avis analyse de Squid Game saison 3. Dernière et ultime saison pour la grande série coréenne qui avait marqué son époque, notamment avec la première saison qui s'était hissée au top de Netflix sur son temps de diffusion, et je crois que la saison 2 avait fait pareil, voire même mieux. Bref, un gros carton. Et il se trouve que là on a eu donc une saison 3 de seulement 6 épisodes qui est passée un petit peu vite, avec tout de même des choses très intéressantes qui poursuivent notamment même évidemment dans la lignée de ce qu'avait posé la saison 2, puisqu'on est vraiment sur une partie 3, donc c'est plus une saison 2 partie 2 que réellement une saison 3. Et j'ai trouvé que justement il y avait pas mal de sujets dont j'avais parlé dans l'analyse de la saison 2, que vous avez d'ailleurs été nombreux à avoir, donc encore merci. Et si jamais vous l'avez pas vu, je vous la mets juste ici. Et il se trouve que donc ils ont poursuivi vraiment sur ces thématiques là, et on arrive donc au grand final, soi-disant, hein, en tout cas c'est comme ça qu'ils nous l'avaient vendu, même au To Doom et tout ça. J'avoue que je suis pas j'ai pas encore une opinion vraiment arrêtée sur ce final. Je suis un peu resté sur ma faim peut-être, je dirais, ou en tout cas je m'attendais à quelque chose de peut-être un peu plus grandiose au vu de toutes les surprises qu'on a pu avoir au fur et à mesure dans la série, mais tout de même satisfaisant, et surtout ça tisse des choses quand même assez intéressantes pour la suite, puisque clairement le final nous dit que Squid Game c'est pas terminé, et on avait déjà plus ou moins eu l'info comme quoi c'était pas terminé, mais bon, ça j'en reparlerai en dernière partie de vidéo. On va d'abord commencer vraiment par le noyau de la saison, qui était peut-être ce qu'il y avait quand même de plus intéressant, surtout ce redémarrage de saison juste après le final assez extraordinaire justement de la saison 3, de la saison 2 pardon. Donc évidemment, avant de continuer, un like, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, un partage aussi, c'est toujours très important pour le référencement, et un abonnement si ce n'est pas déjà fait. On a déjà donc passé enfin le cap des 5000, donc prochain objectif celui des 10K, ça va être un peu plus long, mais j'ai confiance en vous, on va y arriver. Et sur ce, on est parti. Donc la saison reprend juste après les événements qu'on a vus à la fin de l'épisode 7 de la saison 2, qui nous faut au final un total de 13 épisodes pour cette deuxième partie de la série, et on reprend donc juste après le carnage de leur tentative d'évasion, où quasiment tout le monde est mort, sauf deux personnages, notamment le petit jeune et le personnage trans, ancien soldat devenu femme trans depuis, qui eux sont rentrés à temps en fait dans les dortoirs, et Ji-hoon qui vient d'assister à la mort de son meilleur ami, qui est donc brisé. Et là où j'ai trouvé que c'était cool, c'est que j'en avais déjà parlé par rapport à l'état de Ji-hoon au début de la saison 2, et en fait là on reprend encore le même cycle, même en étant peut-être encore plus profond que pour les deux précédentes. Mais déjà saison 2 on reprenait avec Ji-hoon qui était à moitié une épave et tout, ou en tout cas qui donnait l'apparence d'être à moitié une épave, même s'il continuait ses recherches, mais il avait viré à l'obsession, tout ça. À l'inverse, dans la première saison c'était une épave humaine, mais juste parce que c'était un loser qui avait fait tous les mauvais choix dans sa vie. Et là à l'inverse, on a quelqu'un qui a tenté de faire les bons choix. C'était aussi une des problématiques prégnantes de la saison 2, où vraiment on avait cette opposition entre Frontman, donc numéro 1, et 456, donc Ji-hoon. Et d'ailleurs ça continue vraiment dans cette saison, on a vraiment l'apothéose de cette opposition, et à chaque fois c'était Ji-hoon en fait qui était confronté à un choix et non pas à une situation, à un jeu. À chaque fois lui il avait un jeu supplémentaire qui était celui de faire le bon choix à chaque fois. Donc il y avait déjà la manipulation dont j'ai déjà parlé aussi, des votes, avec notamment l'ordre des votes, de commencer un coup par la fin, un coup par le début, pour que 0-1 ait à chaque fois la main, ou que quand ce soit plus lui qui ait la main, au contraire ce soit Ji-hoon qui ait les responsabilités du vote et tout ça. Et également j'avais aussi parlé de l'ordre des jeux qui était hyper important, et là je trouve que ça se concrétise mais de manière parfaite. En vrai, en faisant un peu plus d'efforts, j'aurais presque pu pré-shot pas forcément les jeux, mais la structure qu'ils allaient adopter, puisque clairement on est dans la continuité parfaite de ce que j'avais pu décortiquer de la saison 2. Mais donc on retrouve Ji-hoon qui est une épave, il est même ramené dans un cercueil. La symbolique est assez sympa, même visuellement c'est toujours très joli de voir cette procession avec le cercueil et tout. Et il n'est pas mort évidemment, il est juste inconscient. Ensuite on a carrément le pétage de câble où il demande carrément à mourir, tout ça, et il finit attaché. Et en fait pendant une très grande partie de la saison, il va la passer juste attaché à un lit, parce que personne ne peut lui faire confiance, ils ont trop peur qu'il s'échappe et qu'il refasse une rébellion ou que sais-je. Du coup il va quand même passer beaucoup au second plan sur on va dire les interactions de tous les jours entre guillemets, sur les petites conversations basiques qu'on pouvait avoir dans les saisons précédentes. Pour le coup là il est complètement exclu du truc. Il y a genre deux fois deux personnes qui viennent lui parler, à savoir, ou trois peut-être, à savoir quand il apprend pour la trahison entre guillemets, ou en tout cas plutôt la couardise du jeune qui a pas ramené les munitions à la fin de la saison 2.
Et quand la vieille lui explique, je crois que c'est la vieille, hein. Oui, si, il y a la vieille par rapport à la discussion avec la petite et tout ça, et par rapport au pardon. Et ensuite, il y a la jeune qui, justement, lui confie, entre guillemets, son bébé. C'est tout. C'est les seules conversations qu'il a réellement dans la saison, à part avec Frontman, quand, pareil, grand moment, quand il le réinvite. Mais du coup, on va encore, sur ce début de saison, se concentrer plus sur les personnages qu'on avait déjà rencontrés dans la saison 2, auxquels on s'était déjà attaché, ce qui est d'ailleurs assez ironique. Je me suis fait la réflexion au début de cette saison. C'est qu'en fait, on sait qu'il va très certainement en rester qu'un à la fin. On mise peut-être même tous déjà sur Ji-hoon dès le début de la saison 2, mais en même temps on s'attache plus à eux que ce qu'on... Enfin moi je trouve que je me suis plus attaché à certains de ces personnages là que dans la première saison. Dites-moi si c'est le même cas pour vous, mais en tout cas moi j'ai vraiment eu la sensation en tout cas que c'est ce qu'ils voulaient, qu'on s'attache plus à eux que ce qu'on s'était attaché dans les personnages des saisons précédentes. Ils sont un peu plus écrits, un peu plus profonds. Leurs interactions sont moins basiques aussi, donc, et puis en plus on a des caractères qui sont quand même très marquants, très prégnants. On a par exemple la mère et son fils qui depuis le début ont une relation à la fois conflictuelle, affectueuse, et en même temps c'est clairement pas simple pour eux de se retrouver tous les deux là dans le jeu, et la saison 3 va le confirmer. On a l'histoire de la meuf enceinte avec son mec. On voit qu'il y a plein de personnages qui pour le coup là sont reliés, comme même la présence du meilleur ami de Ji-hoon et tout. Il y a plus de liens entre les personnages, ce qui fait qu'il y a plus d'interactions aussi plus profondes, plus de background, de passé en fait à ces personnages. Comme je disais par exemple, moi j'ai aucun problème, au contraire j'apprécie plutôt pas mal le personnage de Young-ju, je crois que c'est ça là, donc l'ancien soldat devenu trans, qui je trouve elle est badass, elle a du caractère, j'aime bien le personnage, et pour le coup c'est pas juste un token comme je l'avais déjà dit dans l'analyse de la saison 2, on n'est pas sur un personnage qui a été mis là parce que Netflix a décidé qu'il fallait en mettre un là. Certes il y a eu des polémiques sur le casting parce qu'elle est interprétée par un personnage cisgenre et tout, ok, c'est pas mon sujet. En tout cas dans la série je trouve qu'elle fonctionne très bien, le personnage est cool, elle a une grande humanité, on ressent un peu tous ses dilemmes parfois et tout, elle a droit à un moment, je m'attendais même à ce qu'elle soit plus présente encore dans cet épisode, enfin dans cette saison, et j'avoue que j'ai adoré toute la partie justement. Un des moments que j'ai préféré je pense de cette saison, c'est justement le jeu de cache-cache qui était quand même assez intense. Donc voilà, donc en gros on repart avec des personnages au fond des pâquerettes, notamment Ji-hoon qui est effondré et qui reprend entre guillemets vite fait du poil de la bête juste parce qu'il apprend que le jeune les a trahis, a été un lâche et tout ça, et du coup il veut le tuer, donc ça lui redonne juste au moins une petite motivation, même si c'est pas forcément la bonne. Et là évidemment à ce moment là on se dit quand même que donc Frontman a déjà presque un peu gagné, puisque Ji-hoon il envisage déjà le meurtre et tout, donc on est à ça de se dire au final le Lost là, enfin donc Frontman 001 là, il a gagné, il a réussi à briser Ji-hoon, il va réussir à en faire ce qu'il veut. Heureusement, ça se passe pas aussi simplement, aussi facilement. Mais donc, on en arrive au jeu du cache-cache. Donc déjà, avant ça, on a même une sélection avec les deux équipes et tout ça, avec les dossards, avec les boules. Donc ça, c'est vraiment le hasard. Mais ils ont le droit de changer. Donc là où j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, c'est que de même que les personnages, on se pose la question par rapport aux règles qui nous sont édictées, quelle place on préférerait prendre. Nous en tant que spectateurs, on est impliqués du coup dans la réflexion, parce qu'en plus ça dure un moment cette conversation, ces conversations par rapport à l'équipe des bleus qui vont se cacher ou à l'équipe des rouges avec les poignards. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'impliquer justement le spectateur. Je pense que tout le monde a fait plus ou moins la même chose, à se dire voilà, quelle équipe me correspondrait mieux, est-ce que ce serait plus facile d'être en rouge mais du coup de devoir obligatoirement tuer quelqu'un, ou est-ce qu'à l'inverse c'est mieux de se défendre et de se cacher et de juste tenter de survivre. Il y a deux écoles, honnêtement je pense que l'un comme l'autre ça doit pas être simple. En plus on a le côté on découvre après que les bleus doivent travailler en équipe s'ils veulent réussir à s'en sortir et tout, donc ça c'est vachement intéressant, même si justement encore une fois on a deux équipes qui nous sont distinctement montrées entre guillemets, enfin trois même si on compte celle des rouges, avec les deux jeunes là qui finissent par vriller entre l'autre toxico et le papa du bébé qui au final sombre aussi dans le meurtre et voilà la facilité entre guillemets. Mais du côté des bleus on a vraiment deux équipes entre guillemets. On a celle de la chamane là complètement barjo qui veut utiliser son instinct pour avancer et qui réussit de plus en plus au fil de la saison, on l'a remarqué, à engranger des fidèles. Parce que je crois que même dans la saison 3, au tout début, elle en a genre 2 ou 3 et à la fin ils sont 4 ou 5. Donc voilà, il y a des gens entre guillemets facilement manipulables qui se font embarquer dans son délire. Et de l'autre côté, on a donc les 3 femmes qu'on suit depuis le début de cette saison, enfin de cette nouvelle partie, depuis la saison 2, à savoir Yoonjin,
Yoonju, je sais plus, je me rappelle trop jamais, je sais qu'il y a Yoon quelque part, mais voilà. La vieille dame, donc la mère du mec avec qui en plus elle a échangé de place, puisqu'à la base c'est elle qui avait le couteau et c'est lui qui avait la clé et ils ont échangé. Et la fille enceinte qui évidemment pendant l'épreuve va déjà d'une se péter une cheville, super, et de deux, donc elle va accoucher. Donc là c'est un peu l'événement autour duquel va tourner en fait toute la saison, et c'est peut-être ce que j'aurais à reprocher à cette saison, c'est que tout tourne un peu trop autour du gamin, mais malgré tout c'est quand même assez intéressant quand on veut creuser sur la pourriture humaine comme l'avait déjà fait notamment la première saison, donc pourquoi pas, mais je détaillerai ça un peu plus tard. Mais donc on a ces trois femmes qui elles à l'inverse vont collaborer dès le début, vont même par exemple il y a symboliquement la vieille, elle va carrément donner les 3 clés à Yoonju pour que ce soit elle qui passe devant, qui ouvre les portes avec les 3 clés, peu importe, genre la confiance est là de suite, il n'y a pas d'histoire de mais si elle part avec les 3 clés, nous on va se retrouver sans rien et tout, au contraire, elle passe leur temps à lui dire pars devant, nous on reste derrière, enfin bref, c'est du sacrifice en permanence, donc c'est de la vraie entraide, de la vraie communauté, et c'est pour ça qu'elles réussissent à avancer autant, et c'est aussi pour ça que le finish est assez horrible dans leur cas, puisque j'avoue que je m'attendais à ce que Yoonju dure plus longtemps. Déjà je pensais vraiment que ça allait être jusqu'en finale ou quoi, et en fait pas du tout. Elle réussit à défoncer des mecs avec armés de couteaux et tout qui viennent vraiment chercher le sang, et elle réussit à s'en débarrasser, machin, et ça avance. Elles ont réussi à faire accoucher la meuf, enfin c'est enfin bientôt le finish, en une demi-heure il s'est passé 3 vies, mais bon voilà. Et quand enfin elle trouve la porte de sortie complètement par hasard, d'ailleurs on ne voit jamais ce qu'il y a derrière cette porte de sortie, du coup j'en suis très curieux de savoir ce qu'il y a, si c'est juste une lumière jaune, mais ils ont l'air d'être émerveillés à chaque fois, donc il y a peut-être écrit juste bravo ou que sais-je, mais du coup curieux de savoir ce qu'il y avait derrière ces portes de sortie. Donc elle trouve la porte de sortie, elle va tellement elle est emballée dans le truc, elle ne réfléchit même pas pendant un quart de seconde, elle va pour sortir, puis finalement non, je vais retourner chercher les copines parce que voilà, je les abandonne pas. Et évidemment ça va lui coûter la vie, surtout que c'est horrible, c'est fait dans le dos, on voit pas qui c'est, quand on voit qui c'est, évidemment j'avoue que je m'y attendais avec de gros sabots que c'était au moins un des deux mecs, et il se trouve que c'est vraiment celui qu'il fallait pas, à savoir le père du bébé et tout. Donc c'est vraiment un personnage qui devient de plus en plus pitoyable dans cette saison, et évidemment encore plus dans la dernière épreuve. Et en plus de ça, après bon, il fait vite fait un geste gentil, il ferme la porte en mode il y a personne pour pas que son pote y aille, et en plus derrière ça on a, et là pareil je l'ai assez senti venir je pense, et je suis pas le seul non plus, puisqu'on voit que le fils de la vieille là, il galère, il est pas capable de faire sa part du boulot, et au final c'est compréhensible, et c'est même tout à son honneur de pas vouloir commettre de meurtre et tout, mais on voit qu'il commence à vriller, à perdre pied, à perdre patience et tout ça. Quand il arrive, il veut s'en prendre à la mère. Heureusement, moi j'avais presque peur qu'il finisse par sacrifier sa mère en mode c'est bon, tu t'es toujours sacrifié pour moi, sacrifie-toi quand même. Ce qui a presque failli arriver, puisque elle est prête à se sacrifier. Et d'ailleurs il y a un petit cut à ce moment là, et j'ai vraiment cru qu'il allait y aller quoi. Elle est là avec le couteau, elle lui dit tue-moi moi pour te sauver et tout, et j'ai vraiment cru qu'il allait y aller en mode ok c'est parti. Bon heureusement il ne le fait pas, mais à l'inverse il tente de faire encore pire, il n'a pas réussi à tuer des inconnus, des gens dont il se fout, et là il essaye de tuer la seule personne que sa mère lui interdit de tuer, donc voilà, et il finit par en payer le prix. Donc c'est très mignon, la relation entre guillemets, le point final avec la relation avec la mère et tout est très cool, surtout que ça amène à la conversation comme je disais, où elle va discuter avec Ji-hoon qui s'en veut par rapport à la mort de tous les autres et tout. Pareil, j'y reviens vite fait sur la culpabilité de Ji-hoon, mais par rapport à la vieille, j'ai beaucoup aimé cette conclusion entre guillemets par rapport à l'histoire avec son fils, quand elle va parler à Ji-hoon et tout, et qu'elle lui confie entre guillemets le bébé et sa mère et tout ça, surtout que ça se solde et là je m'y attendais vraiment pas honnêtement. Elle se pend dans la nuit, donc en gros elle a fait sa part, et elle est plus capable de supporter le poids de ce qu'elle a fait, ce qui se comprend aussi. Une maman qui tue son propre fils, c'est un peu chaud je pense, mais là où c'est vraiment bien fait encore une fois en termes de narration et de suspense et tout, c'est que le matin la lumière s'allume, on a les 4 mecs en rouge là qui rentre avec le cercueil et tout, et on se pose la question mais qui c'est? Est-ce que c'est la fille qui est morte des suites de son accouchement? Est-ce qu'il s'est passé un truc? Est-ce que c'est le bébé? Est-ce que c'est machin? Et au final non, c'est la vieille qui s'est pendue, donc voilà. Et donc comme je disais, en parallèle de ces 3 femmes qui elles ont collaboré jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y en ait même une qui meure, il y en ait 2 autres qui fassent naître le bébé de la 3e et tout, enfin bref, de la vraie cohésion et de la vraie entraide. Et à l'inverse on a la folle qui elle utilise tout le monde, à un moment elle passe la porte, elle fait vite demi-tour et elle laisse tous ses potes là sur le passage pour ralentir les mecs en rouge qui vont les buter. C'est horrible et tout. En plus elle tombe après sur l'autre enfoiré de base, le vieux là milliardaire qui est ruiné,
qui lui est peut-être un des pires salopards dans les 2 dernières saisons là, c'est vraiment une catastrophe. Et lui déjà il a fait des dingueries pour survivre, il s'est à moitié foutu de la gueule des gens qu'il a croisés et tout. Et quand enfin ils se retrouvent tous les deux, cet enfoiré il part et il la laisse carrément sur place. Bon, déjà, elle, on a quand même remarqué qu'elle était pas si bête, puisqu'elle avait fait des petites flèches, les machins pour retrouver son chemin et tout, donc jusque-là, pourquoi pas. Lui, il a même fait le coup du se mettre sous le sang, plein de sang pour survivre et tout, donc ils sont pas si bêtes quand il s'agit de survivre comme des vrais lâches, ou de manipuler évidemment, mais jusqu'au bout, elle le traite d'imbécile, et lui, il réussit à la niquer à la toute fin. Donc c'était assez jouissif de voir que voilà, même si j'aurais préféré à choisir que ce soit l'inverse et que ce soit lui qui se retrouve derrière à se faire buter parce qu'il était vraiment insupportable, même si à la fin il s'en sort pas trop mal non plus à ce niveau là. Et donc on a Ji-hoon qui lui est complètement en mode Terminator et qui recherche uniquement une seule personne, à savoir le jeune là qui en plus est en bleu, donc victime toute désignée. Ça dure assez longtemps avant qu'il le retrouve et tout, il le retrouve évidemment pas très longtemps avant la fin, pourquoi pas, machin. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que certes l'autre au début est une petite merde qui s'en veut et qui arrive même pas à assumer le fait qu'il a été lâche et que voilà. Peut-être qu'en l'assumant dès le début, en disant je suis désolé, j'aurais pas dû, au lieu de dire c'est pas moi, je voulais le faire mais j'ai pas pu ou machin, de pipoter, peut-être que Ji-hoon serait revenu dans le droit chemin, dans la raison, mais en même temps il aurait pas pu survivre à cette épreuve, donc dans tous les cas il fallait qu'il aille jusqu'au bout dans ce cas précis. Et il finit le jeune par carrément lui balancer que c'est de sa faute et tout, comme si Ji-hoon avait besoin de l'entendre. Déjà lui-même l'a hurlé juste avant au gamin en lui disant ils sont morts à cause de toi et tout, et clairement quand il hurle ça, je crois qu'il se hurle autant à lui-même qu'au gamin, voire même plus à lui-même. Donc au final, c'est juste lui renvoyer à la figure sa propre culpabilité et tout ça. Ils finissent par s'entretuer de manière assez rocambolesque, un peu longue. J'ai vraiment cru qu'il allait pas y arriver, que le jeune allait se tuer tout seul avec son couteau dans la poche. Machin, je me suis dit, ça se trouve, il va juste dégringoler dans l'escalier, se planter, et voilà. Et Ji-hoon, comme ça, n'aura pas de culpabilité. Mais évidemment, il fallait qu'il ait sa dose de culpabilité, notamment jusqu'au final. Mais bon, voilà, donc une épreuve que j'ai quand même trouvé vraiment très sympa. C'est cool d'ailleurs que la saison ait commencé sur celle-ci, parce que celle d'après c'était quand même très intéressant, surtout quand on nous l'avait beaucoup teasé, le coup de la corde à sauter, mais j'ai pas trouvé ça complètement dingue, donc voilà. Mais le plus dingue, ce qui se passe notamment dans cette épreuve là, puisque on est juste après donc le suicide de la vieille, tout ça, je crois qu'à ce moment là ils sont genre 25, un truc comme ça, donc déjà il y a eu pas mal d'écrémage avec le cache-cache, et là déjà il y a l'histoire du bébé qui se pose. Au tout début on se dit bon bah elle va le laisser là, le temps de faire l'épreuve, pourquoi pas. Non, elle finit par le prendre. Alors déjà c'est à n'y rien comprendre, même si voilà, on peut-être en cherchant vraiment qu'elle voulait pas se séparer de son enfant, machin et tout ça, ok, sauf qu'elle le met quand même en danger, surtout que on a les tarés qui finissent par carrément intégrer le bébé à l'aventure, donc ça c'est vraiment du n'importe quoi. Moi honnêtement, hein, quand elle a accouché, je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont faire, ils vont la virer du jeu, ils vont bah non, au final ça ne change absolument rien, donc c'est absolument débile, surtout que dans ce cas précis, on est sur moi je trouve une rupture de contrat, ou en tout cas une trahison de leurs valeurs et même de leurs excuses entre guillemets qu'utilisent les VIP et surtout l'organisateur du jeu, puisque rappelez-vous, avant de revenir sur les VIP, rappelez-vous que dans la première saison, un des arguments qu'utilisaient les complices, que ce soit le mec des tartes, le frontman là, ou alors même justement le vieux qui était le fondateur, à chaque fois l'argument c'était ils ont signé, ils ont accepté, ils sont en connaissance de cause, enfin vous êtes en connaissance de cause, vous êtes des adultes, vous avez besoin d'argent, on vous propose un jeu machin, après c'est vous qui assumez les conséquences, mais en tout cas vous avez signé entre guillemets un contrat, je crois qu'il y a même un vrai contrat papier, donc il y a des règles, il y a un cadre on va dire entre guillemets, même si c'est pas vraiment juridique, mais il y a un cadre quoi. Et bien là le bébé lui pour le coup elle a rien signé, elle a rien accepté, elle a pas besoin d'argent, donc je trouve qu'à ce niveau-là on est vraiment sur une trahison du concept de base de ces jeux en fait. Certes, elle avait accepté de venir alors qu'elle était enceinte et elle a pris le risque d'accoucher là, mais dans tous les cas, le bébé, justement, maintenant qu'elle a accouché, on peut plus dire ah bah c'est juste un dommage collatéral, elle a joué, elle est morte, le bébé est mort avec elle. Non, là, c'est une personne à part entière, donc je trouve qu'à ce niveau-là, ils se trahissent un peu, surtout que c'est, encore une fois, je trouve vraiment pour pousser un petit peu le narratif encore plus loin, et c'est là où vraiment je trouve que la série, en tout cas cette 3e saison, est un peu en deçà de la qualité des précédentes, c'est qu'on veut vraiment forcer le trait sur où eux c'est les méchants, eux c'est les gentils, et l'être humain est un monstre qui est capable de faire n'importe quoi, même à un enfant, puisqu'il y a justement le truc de oh on verra bien ce qu'ils vont faire à un bébé pour gagner du fric.
ce que évidemment ils tentent tous de faire, hein, on s'y attendait, mais voilà, j'ai trouvé que c'était devenu un peu trop manichéen et un peu moins on questionne le sens entre guillemets de l'humanité, la responsabilité par rapport à l'argent, par rapport à tout ça, le confort, machin. Et là, on est vraiment juste sur les humains sont méchants et voilà. Donc j'ai trouvé que c'était devenu un poil plus caricatural, surtout si on prend en compte évidemment 4 nouveaux personnages ou 5 nouveaux personnages qui sont intégrés. Je crois que c'est dans l'épreuve justement du cache-cache ou en tout cas à la fin, puisqu'on voit 4 soldats en rouge qui enlèvent leur casque. Alors déjà, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils enlèvent leur casque? Ils sont pas censés pouvoir le faire et tout. En plus, on voit que c'est sur 5, il y a 3 blancs. Une asiate et un hispanique, je crois, ou un truc comme ça. Donc en gros, quand même beaucoup de l'Occident. Et en fait, on découvre que ce sont les VIP qui s'amusent à jouer les soldats pendant cette épreuve-là. Ensuite, on les retrouve avec leurs masques, machin, tout ça. Donc là, l'iconographie est top. Alors ce qui est étrange, c'est qu'il y a des masques, j'ai l'impression que c'est les mêmes, mais il y en a d'autres, c'est des nouveaux. Donc à revérifier, mais voilà, masque toujours très joli, les gros riches toujours des gros enfoirés, et en plus là pour le coup on a vraiment des occidentaux, des mâles cisgenres machin, donc on est encore une fois tombé dans le cliché. J'aurais aimé avoir justement un peu de tout, ça aurait été pour le coup plus cohérent, une femme, un homme, un africain, un asiate, un belge et j'en sais rien, un brésilien, voilà. Non, il fallait que ce soit sur les 5, il fallait qu'il y ait 3 blancs, voire 4, donc enfin, encore une fois, voilà, on n'est même pas surpris, n'est-ce pas? Mais voilà, et donc à ce niveau-là, ils ont vraiment voulu, et puis même les concernant, j'ai aussi eu la sensation qu'ils voulaient nous les rendre un peu plus agréables, acceptables. Parce que pour le coup, dans la première saison, on avait vraiment ce côté gros dégueulasse, insupportable. En plus, ils parlaient en anglais, là je sais pas pourquoi ils les ont traduits ce coup-ci en VF, alors que dans la version originale, la plupart du temps, ils parlaient quand même en anglais, il me semble. Donc ça crée une distance, ça réduit la distance en tous les cas avec les personnages, et surtout on a plusieurs fois des petits moments d'humour, des petits moments qu'on avait déjà hein, par rapport à leur pari, tout ça, mais ils étaient toujours froids et détachés et des vrais salopards, alors que là des fois on a un peu envie de se dire ah bah, il a pas l'air si méchant pour un méchant quoi. Donc voilà, même si dans tous les cas ça fonctionne, ils font bien leur taf et tout, même si encore une fois je trouve qu'à la fin ça manque d'une réelle conclusion, notamment les concernant. J'aurais aimé qu'ils finissent à la casserole aussi, ou quoi, qu'il se passe un truc. Surtout qu'il y a quand même plein de choses qui se passent en parallèle des jeux qui enclenchent vers cette fin. Et j'ai trouvé encore une fois cette fin à ce niveau-là un petit peu décevante, puisqu'il ne faut pas oublier que le retour de Ji-Hoon à la base, c'est pour détruire les jeux, pour empêcher qu'il y en ait d'autres. Certes, il arrive plus ou moins à ses fins, puisque tout explose et que donc il va falloir, même s'ils veulent les refaire au même endroit ou même dans le secteur, ça va prendre un peu de temps si jamais ça doit arriver, ce qui a plus ou moins l'air d'être le cas, mais pas tout à fait. On en reparle évidemment, comme je disais, à la fin de la vidéo. Mais en gros, ouais, je trouvais que la fin tombait un peu à plat par rapport à tout ce qu'on nous avait promis, un truc vraiment épique, un final. Moi, j'aurais vraiment vu un truc de dingue de l'Acabie, ne serait-ce que de ce qui s'est passé à la fin de la saison 2. Là, on n'est vraiment pas à la hauteur, je trouve. Mais bon, pourquoi pas. Donc, deuxième jeu de la corde à sauter, qui en fait est un équivalent du pont de miroir qu'on avait eu, donc l'avant-dernier jeu, hein, si je dis pas de bêtises, ouais, ça, avant-dernier jeu aussi de la saison 1. Donc là, au lieu d'avoir un pont de miroir avec 1 sur 2 qui se brise, c'est la corde à sauter. Donc on est sur un jeu qui est individuel mais en groupe, donc pareil, encore une fois, sur l'avancée des jeux on est dans une continuité en fait qui semble tout à fait logique, puisque comme je disais, on avait commencé sur un jeu collectif, puis en petits groupes avec tout le monde qui s'encourage et tout, puis ensuite des jeux où il fallait s'entretuer les uns les autres à différentes échelles et tout, jusqu'à devoir se trahir en faisant les groupes dans le carrousel et tout ça, pour briser la cohésion de groupe, pour arriver ensuite jusqu'à la bataille finale dans le noir avec notamment les votes qui entraient en jeu. Et là en fait on est dans la continuité, donc les gens se sont disputés, se sont détruits, se sont entretués, plus il y a eu la tentative d'évasion. Du coup ceux qui veulent partir ils sont moins nombreux, donc du coup les jeux vont continuer. En plus il y en a qui changent de vote parce qu'ils ont été tellement traumatisés et tout qu'ils se disent à quoi bon. En plus là les cagnottes ont augmenté et tout, donc il y a toujours ce poids de l'argent, tout ça. Et ensuite on arrive sur le cache-cache où là pour le coup c'est la première fois qu'on a une épreuve où, à part évidemment la toute dernière du Squid Game entre Ji-Hoon et son pote à la finale, mais normalement à cette étape du jeu en tout cas on n'est pas habitué à voir des joueurs qui sont censés s'entretuer vraiment réellement avec des couteaux et se planter. On avait eu le tir à la corde par exemple où ils s'entretuaient en groupe, mais c'était indirect, c'était soit je les tue en gagnant, soit je meurs en perdant. Il n'y avait pas c'était pas je prends un couteau et je le plante quoi. Donc il y a encore plus cette violence qui est mise dans
dans leurs interactions et tout, et ça je trouve que c'était une évolution totalement logique. En plus c'est vraiment très personnel pour le coup, le coup de couteau, c'est pas comme un gun, c'est pas tout ça, donc c'est quand même très particulier. Les gens qui tuent comme ça, il y a un côté quand même assez pas net, voilà. Et ensuite on a donc l'épreuve de la corde à sauter, où là les gens ont appris à s'entretuer, à se détester, à être encore plus individualistes, donc un jeu individuel pour rester dans cette trame là, sauf que c'est en groupe. Il faut avancer, enfin voilà, il faut soit pousser l'autre pour qu'il tombe, soit on peut pas avancer, enfin voilà, vous avez vu l'épisode comme moi. Il y a évidemment l'autre enfoiré qui se retourne, qui est une idée pas bête, honnêtement. Si vraiment on veut rester un enfoiré jusqu'au bout, mais qu'on veut gagner, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Le coup de balancer les gens dès qu'ils arrivent au bout, de les repousser, et voilà. C'est une stratégie comme une autre, c'est horrible, mais c'est une stratégie comme une autre. Et évidemment, on a un carnage aussi à ce niveau-là. Et même à ce niveau-là, j'ai trouvé qu'ils étaient un peu cool. Je m'attendais vraiment à ce que la corde, en tapant les chevilles et tout, finirait par péter des jambes, que ça craquerait de partout, que ils finiraient tous en bretzel et tout. Et pour le coup, la série, ils ont pas voulu en faire trop à ce niveau-là. C'est juste un petit croche-patte et ils tombent et puis voilà quoi. Donc à ce niveau-là, ils ont été plutôt cool avec nous. Mais évidemment, cette épreuve qui, en parallèle aussi de la première saison, c'est l'épreuve qui a coûté la vie entre guillemets à Seibyok, je crois que c'est ça, la jeune femme qui est morte justement dans la nuit, machin. Mais à ce moment-là, en fait, elle est blessée, et c'est cette blessure en fait qui lui coûte la vie dans la nuit, puisque machin veut la tuer vu qu'elle est affaiblie pour avoir un duel plutôt qu'un trio pour la finale. Et bien là c'est un peu pareil, la jeune femme donc, qui a eu son bébé, c'est cette épreuve là qui va finir par lui coûter la vie, sauf qu'elle essaye même pas, et en même temps ça se comprend, sa cheville, mon dieu, elle a quintuplé de volume, et elle donne sa vie pour même empêcher Ji-hoon de lui revenir et de risquer sa propre vie en n'ayant pas le temps de repartir ou quoi que ce soit, machin. Donc pourquoi pas, on est beaucoup quand même axé sur le sacrifice dans cette saison, même encore plus que les précédentes, et en même temps c'était pour que les choses je pense avancent, parce qu'en 6 épisodes ils ont voulu quand même avancer pas mal. Donc une épreuve que j'ai trouvé sympa, mais pas forcément la meilleure, même si l'iconographie aurait pu amener à quelque chose de bien plus épique, bien plus intense, mais tout est axé dans cette épreuve là sur vraiment les interactions entre les personnages, entre Ji-hoon qui discute avec l'autre de pourquoi t'es méchant, et Machine qui discute avec son mec et tout, qui lui pour le coup il a changé 10 fois sa veste de côté, et c'était la dernière fois où j'ai eu un peu d'espoir pour lui, et après c'était terminé, je lui faisais plus confiance, et apparemment j'ai bien fait. Et ensuite donc on arrive à la dernière journée entre guillemets, donc on a les petits costards, le repas et l'annonce du prochain jeu, et du coup dans leur cas particulier le vote. Donc évidemment le vote il est plié sans s'en douter. On a même ce qui était mignon, le repas avec le petit biberon pour le bébé et tout ça machin, et c'est là qu'ils officialisent notamment que le bébé va prendre la place de sa mère. Et là pour le coup je trouve que c'est absolument débile. Ne rien dire au final ça aurait été peut-être pas plus mal, mais là l'intégrer comme ça dans le jeu, je trouve que c'est vraiment juste chercher à faire du mal pour du mal, et ça brise je trouve un peu les règles qui étaient quand même... C'était aussi un des intérêts de l'univers et tout, c'est que le fait que c'est horrible les jeux et tout, c'est cruel, c'est tout ce que vous voulez, c'est injuste et tout ça, mais en même temps il y a des règles. Il y a d'ailleurs par exemple dans la première saison le médecin là qui trichait pour les organes machin, et qu'on lui donnait les réponses pour qu'il passe les épreuves et tout, il s'est fait fumer. Tous ses complices se sont fait fumer, pas parce que ils ont volé des organes, puisque là on a la preuve qu'il en a rien à faire en vérité, c'est juste parce qu'ils ont triché et qu'ils ont en gros brisé les règles, et qu'il n'y avait plus cette espèce d'équité où tout le monde était sur le même niveau en tant que joueur. Sauf que là, pour le coup, c'est encore une fois lui qui va changer ses règles, puisqu'il va lui-même tricher, même si on a un flashback qui nous montre que c'est pas de lui que vient l'idée et qu'il refait seulement ce qu'avait fait le créateur du jeu avec lui, mais dans tous les cas ça reste de la triche, puisqu'il propose à Ji-hoon de fausser les statistiques et compagnie machin en tuant tout le monde dans la nuit pour être le dernier et ne pas participer du coup au dernier jeu. Donc déjà on a aussi la preuve, enfin en tout cas l'information, que c'est ce que lui il a fait, puisqu'il a fait un carnage dans le dortoir. Donc on sait aussi que lui il a gagné sans participer au dernier jeu. Donc en vrai il n'a gagné que 5 jeux, c'est pas un vrai gagnant, c'est un vrai taré, mais c'est pas un vrai gagnant. Mais ça explique aussi le fait qu'il était brisé, et que le créateur du jeu l'a manipulé machin pour qu'il fasse ça, et qu'une fois que t'as fait ça, clairement je pense que t'as pas envie de retourner chez toi dans ta famille. Donc ça explique aussi le pourquoi il est devenu
le numéro 2 du créateur du jeu et donc son successeur après. On comprend aussi que c'est plus ou moins ce qu'il espère pouvoir faire avec Ji-hoon, le recruter et en faire son bras droit. Donc évidemment on a un petit peu le doute et tout, mais honnêtement moi j'étais convaincu qu'il pouvait pas. En fait s'il le faisait, pour le coup la série n'avait plus aucun sens, puisque tout est une opposition. Surtout comme je disais, cette saison là on est vraiment dans la quintessence du duel entre ces deux personnages, la saison 2 et la saison 3, au-delà des jeux et tout. En vérité c'est Frontman, il joue contre Ji-hoon, il joue pas contre les joueurs, ou il est pas le maître du jeu comme il devrait l'être, il joue contre Ji-hoon, il est tout le temps en train d'essayer de créer des situations pour le briser, de le manipuler, de machin. Par exemple quand il le fait revenir pour lui proposer ça et qu'il enlève son masque, c'est juste pour le briser un peu plus, pour lui dire tu vois, la seule personne à qui t'as fait vraiment confiance dans ce jeu, eh bien, c'est le pire des enfoirés qui est contre toi, machin. Donc on a vraiment, au-delà de les joueurs contre les jeux, on a déjà aussi même certains rouges qui contre le système et tout. Pareil, ça c'est un truc qui était malheureusement pas assez exploité, qui était pour le coup plus intéressant dans la saison 2 que dans la saison 3 où ça se conclut, c'est dommage. Et surtout donc on a cette opposition, vraiment ce duel entre Ji-hoon et 001 là. C'est vraiment le noyau en fait de toutes ces 2 saisons qui viennent de passer, même si encore une fois on n'a pas eu l'apothéose qu'on était censé avoir, je trouve, dans cette saison 3. Mais bon, voilà. Et donc, ensuite, l'accord de fait un carnage, tout ça, machin. Ils bouffent ensemble, enfin, ils mangent le repas encore plus somptueux que dans la première saison. Rappelez-vous, ils avaient juste un pauvre steak et des haricots verts. Là, ils ont vraiment plein à bouffer et tout. Ji-hoon refuse du coup de céder à la facilité et de tuer tout le monde. Il garde quand même son petit couteau, donc ça, bonne idée. Et la nuit passe. Le lendemain matin, arrive la dernière épreuve. Et là, pour le coup, l'épreuve elle dure assez longtemps, alors qu'en vrai, ça lambine un peu, mais c'est pour que tout le reste, justement, à l'extérieur se passe. Donc on a l'histoire des 3 colonnes, avec à chaque fois de devoir en jeter un, machin. C'est beaucoup de tarabiscotage pour pas grand-chose. Alors genre les 5-6 là qui discutent, genre première épreuve, il leur faut 15 minutes, 10 minutes sur 15 pour se décider de qui ils vont balancer au bout d'un moment. Enfin voilà, c'est beaucoup de blabla. D'ailleurs, on le voit à un moment quand ils décident de qui ils vont jeter, c'est genre, mais qui va le faire? Ils sont forts pour discuter, pour blablater, pour dire qui c'est qui va mourir, qui c'est qu'on va tuer, machin et tout. Lui, il mérite de mourir, mais pas nous. Mais par contre, pour le faire, et voilà, là, ça fonctionne plus. Donc c'était assez drôle à ce niveau-là de continuer à creuser dans la bassesse humaine concernant ces personnages-là. On a évidemment le coup du, bah, vas-y, on va balancer le bébé, parce que voilà, pourquoi pas. Et en même temps, ça se comprend en même temps parce qu'ils sont frustrés, eux ils se sont cassés le cul pour rien, et au final il y a un nouveau joueur qui arrive alors que sa mère a perdu, mais ça reste un bébé, donc c'est un peu particulier, et en même temps c'est encore une fois juste pour montrer leur bassesse et tout. On a les VIP pareil qui s'en réjouissent et qui rigolent, et que donc on est vraiment dans la fange là, ils se sont amusés. Mais j'aurais aimé un peu plus de points de finesse, un peu plus de profondeur, un peu plus que juste voilà passer 1 heure à montrer ouh là là ils sont méchants, ils veulent tuer un bébé. Ok. En même temps, on peut pas argumenter contre cet argument là, donc oui. Mais voilà, j'aurais aimé un peu plus de trucs, de magie entre guillemets. Justement, ce qui est apporté un petit peu par le papa là, qui du coup change encore une fois de côté, même si ça se sentait qu'il préparait un sale coup contre ses nouveaux copains et tout. Mais à ce niveau-là, essaye d'être un peu plus efficace, parce que là c'était un peu n'importe quoi. Surtout qu'il retrahit derrière, enfin, choisissez juste votre timing. Pareil, le coup de pas appuyer sur le bouton avant de se battre pour se balancer, c'est absolument débile. Que ce soit Ji-hoon, parce que dans tous les cas il sait qu'à la fin il va devoir se sacrifier pour si jamais ça se passe comme ça, voilà. Et l'autre pareil, si tu finis par balancer Ji-hoon et lui il y a peut-être moins de risques parce qu'il pouvait toujours rebalancer le bébé derrière, mais dans tous les cas appuyer sur le bouton et puis voilà, bref. Mais voilà, moi ce qui m'a déçu au final, c'est que Ji-hoon il meurt un peu comme une crotte. Certes, c'était amené parce que voilà, il a été brisé, il a été détruit, il y a la culpabilité, il mérite plus de vivre, nani, nanana, ok, on a compris. Ji-hoon, c'était presque évident qu'il fallait qu'il meure et qu'il pouvait pas finir la série en mode ça y est, la vie est belle et tout, reprendre comme il était à la fin de la saison 1. C'était pas possible, ça ok, mais de là à mourir aussi facilement juste en balançant une phrase en mode les humains ne sont pas des chevaux. Ok, ça fait une référence au premier où l'autre il traitait justement les humains de chevaux, en gros sur lesquels on pouvait faire des paris, machin et tout. Mais c'est tout, genre tout ça pour ça, juste pour leur faire la morale et qu'ils disent ouais on s'en fout et on s'en va. Donc c'était un peu dommage, même si évidemment, même si encore une fois ça n'a pas changé grand chose, mais on a le message de Ji-hoon qui est entendu par la soldate rouge et ça lui donne envie de vivre.
Voilà, alors elle avait plus ou moins j'avais l'impression qu'elle allait plus ou moins se laisser mourir là où elle était et qu'elle allait un peu lâcher l'affaire parce qu'elle était blessée, machin, tout ça, et qu'elle en avait marre. Mais il lui a redonné l'espoir et elle est partie. Et du coup, elle va pouvoir continuer à veiller sur la petite avec son père en secret. Ok, pourquoi pas. Ça, c'est peut-être la partie la plus sympa du final. Même si aussi j'aime bien le petit voyou là, qui au final est devenu un allié de poids, qui sort de prison avec le flic et tout. C'est mignon de voir que voilà, ils reprennent leur vie, machin, tout ça. Même s'ils sont quand même très obsessionnels sur le fric de Ji-hoon, faudrait quand même penser à faire une thérapie à ce niveau-là. Mais voilà, donc les autres personnages, j'ai bien aimé le final et tout, c'était cool. Mais concernant Ji-hoon, j'ai vraiment trouvé ça facile, genre on n'a plus le temps, vas-y, on le pousse, on le fait mourir et puis voilà. Au moins un affrontement avec Frontman, un truc, une dernière confrontation, bute 2 ou 3 VIP, j'en sais rien, ou même celle en rouge, elle aurait pu arriver, débarquer, tuer quelques VIP, ils se parlaient tous les deux, puis finalement ils mourraient quand même, j'en sais rien, mais j'aurais aimé qu'il y ait un véritable impact, parce que là tout le monde est parti, que ce soit les employés en rouge, ils sont partis, pas de souci avec les gardes-côtes, Frontman et les VIP, ils sont aussi rentrés chez eux, tout va bien, en plus ils ont vu les jeux jusqu'au bout, donc au final tout va bien qui finit bien. Le seul truc, c'est que voilà, il va falloir reconstruire s'ils veulent recommencer les jeux, puisque leur base secrète, elle a été complètement détruite sur l'île. Donc je trouve que les conséquences sont pas folles. Surtout quand on voit vraiment à la toute fin de l'épisode. Ça c'est mignon aussi quand on voit que donc Frontman il confie le bébé à son frère avec la thune qu'elle a gagnée. Pourquoi pas. Après je crois qu'ils ont toujours leurs parents et tout, donc ça va, il va pas devoir se gérer le bébé tout seul et tout, mais il y a peut-être d'autres personnes à qui il a confié, mais pourquoi pas. C'est aussi un moyen, je pense, de donner de l'argent à son frère et de montrer qu'il est toujours vivant, un peu une espèce de dernier message, une dernière bouteille à la mer quoi. Et pareil, il va donner en personne, donc ça c'est plutôt couillu aussi, le cadeau à la fille de Ji-hoon. Alors pourquoi elle lui donne son survêt, me demandez pas, je trouve que ça n'a aucun sens. En plus il est plein de sang et tout, c'est quand même assez glauque comme cadeau à faire à la fille, mais il lui donne la CB sur laquelle il y a toute la thune. Donc c'était bien lui qui avait récupéré la thune en cash dans l'hôtel, dans le motel, et qui l'avait du coup remis sur un compte pour les donner à sa fille. Donc ok, pareil là ça aurait pu être un mystère un peu plus funky à élucider, mais en même temps c'est comme ça, il fallait que ça finisse comme ça, que Bichette elle récupère l'argent de son père, c'est tout ce qui lui reste, donc voilà. Et ensuite on a donc vraiment la dernière séquence qui pour le coup était pas mal, même si là ils ont encore fait des folies de casting pour pas grand chose. On a du coup Cate Blanchett qui a été castée donc en donneuse de tarte, la joueuse de Bakji américaine. Et justement c'est comment il s'appelle, Frontman là, qui la voit en voiture quand il est à Los Angeles, qui vient de parler avec la fille de Ji-hoon. Donc potentiellement déjà ce qu'on peut déduire de ça dans cet univers là, c'est que il va peut-être pas reprendre son business, ou en tout cas pas tout de suite en Corée, mais que quoi qu'il arrive, il y a le même business qui a été créé en parallèle par une autre personne ou par eux, on n'est pas sûr, mais je pense pas que ce soit vraiment avec les mêmes dirigeants en tout cas. Sinon pourquoi les VIP américains seraient venus s'emmerder en Corée s'ils avaient la même chose aux États-Unis, c'est peut-être pas les mêmes réseaux ou que sais-je. Mais on a donc ce Calamar Game aux États-Unis avec donc Cate Blanchett en recruteuse. Et il se trouve que bon déjà là on est sûr, c'est la fin de la série coréenne, de la bonne série entre guillemets. Mais ça fait déjà un moment qu'on entendait des rumeurs qui disaient qu'ils voulaient faire un reboot, spin-off, on savait pas trop, de Squid Game américain, vraiment américano-américain, aux États-Unis d'Amérique. Donc pourquoi pas, même si quel intérêt, voilà. Mais là, du coup, ça me laisserait penser que, au lieu d'avoir un simple reboot de Squid Game avec la même histoire, Ji-hoon et compagnie, mais aux États-Unis, qui serait donc un remake en fait de la série, je me dis que potentiellement, ça pourrait plutôt nous amener ce final à une suite, un spin-off entre guillemets, avec justement le Squid Game américain, dans lequel appartiendrait notamment Cate Blanchett. Parce qu'honnêtement, je vois pas déjà l'intérêt. Après l'introduire et tout, pourquoi pas en ouverture de fin de série, pourquoi pas, ça peut fonctionner, mais pourquoi s'embêter à prendre Cate Blanchett pour faire ça si c'est pas un personnage qui est déjà casté pour la suite de la série, parce qu'ils veulent un casting américain bankable, parce que là honnêtement c'est pas elle qui va faire cliquer les gens sur la série ou s'abonner à Netflix pour regarder Squid Game. Donc je vois pas vraiment un autre intérêt à avoir mis Cate Blanchett là pendant 30 secondes à la fin de cet épisode, si ce n'est pour vraiment teaser la suite dans laquelle elle aura un rôle peut-être plus important, à savoir le spin-off Squid Game of America, qui pour le coup c'est peut-être mieux que ce soit pas un remake mais
une suite spin-off, parce que ça permettra peut-être d'avoir une réelle fin, une réelle conclusion, même si j'y crois pas du tout avec les États-Unis. Si les Coréens n'ont pas réussi à nous donner une conclusion adéquate, je vois pas comment les Américains pourraient le faire. Mais en gros, voilà, je pense que en fait, ça va être vraiment une suite qui va nous être annoncée probablement dans pas longtemps. Ce sera peut-être pas pour sortir pour tout de suite. Et vu qu'ils en avaient déjà un petit peu parlé et tout, selon les chiffres de cette saison, je pense qu'on risque de nous annoncer assez vite de quoi il va s'agir avec Cate Blanchett et compagnie. Voilà. Donc en gros, une saison pour conclure que j'ai trouvé sympa. J'ai beaucoup aimé avoir la conclusion de tous ces arcs narratifs de personnages secondaires, l'évolution des jeux et tout. Mais vraiment là où ça pêchait vraiment, c'est qu'il y avait vraiment trop d'emphase sur ce bébé. Ça pour le coup c'était vraiment dommage que tout tourne autour de lui à partir du moment où il est là. Certes ça crée un enjeu nouveau, différent, original si vous voulez, voilà. Et puis plus important aussi parce que le petit bébé il peut pas se défendre, il est innocent, machin tout ça. Mais j'ai trouvé que ça cassait aussi quand même l'enjeu plus épique de la série. Et surtout j'aurais vraiment même avec l'histoire du bateau là, ils réussissent à dénouer le complot machin et tout. Au final ils arrivent, l'autre il vient, il dit 3 mots, enfin il crie sur son frère s'en va et c'est terminé. Quel était l'intérêt pareil au niveau de cet arc narratif là? C'était vraiment pas ouf. Heureusement ça a permis à l'autre là justement qui finit en prison de briller un petit peu, d'enquêter de son côté machin, il a un peu d'importance, mais en dehors de ça c'était vraiment mauvais quoi. Genre, il aurait fallu je sais pas qu'il débarque à ce moment là, qu'il tire dans le tas, peut-être que son frère réussisse à s'enfuir mais qu'il tombe sur les VIP et qu'il les fume. En même temps c'est lui le fumeur de VIP, il en avait déjà éclaté un dans la première saison. Donc pourquoi ne pas avoir terminé le travail au moins un minimum, qu'il y ait des conséquences entre guillemets pour les méchants, pour les organisateurs des jeux et tout. Là rien, ils réussissent tous à rentrer chez eux, même ceux en rouge ils se font pas inquiéter. En plus Machine elle avait déjà commencé à cramer les archives avant même que ça explose, donc pour le coup on est sûr qu'il y aura zéro preuve de rien du tout. Mais voilà, donc en fait un final qui finit moins bien que la première saison, parce que la première saison on avait au moins l'espoir de se dire ah il va se passer des trucs, Ji-Hoon il va foutre la merde et tout. Ok, il est venu, il a foutu le bordel, mais ça n'a servi à rien. Ça a peut-être diverti même un peu plus les VIP et tout. Même Frontman, il a eu un adversaire à sa hauteur pour une fois, ça faisait longtemps je pense. Mais voilà, aucun intérêt. En plus le dernier témoin, elle a 2 jours, donc elle se souviendra de rien. Heureusement il y a le frère et la rouge là qui s'en souviendront un petit peu machin. Mais voilà, enfin j'ai trouvé que ce final était vraiment décevant en fait, un peu anti-climactique comme on dit, où pendant 3 saisons c'était de la folie sur folie. Et là, dernier épisode, vraiment, après oui, l'épreuve, la fin de l'épreuve et tout, avec les colonnes, moi j'ai bien aimé, mais Ji-Hoon il meurt un peu comme, voilà, un peu tout seul et un peu sans raison, sans, pareil, encore une fois, sans épique, sans quoi que ce soit. Certes, on a voulu nous jouer sur l'émotion, et oui, cette saison est très axée sur l'émotionnel, sur les relations entre les personnages, l'empathie, tout ce que vous voulez, mais j'ai quand même trouvé ça très décevant. Je m'attendais vraiment, surtout que là, en plus, il y a quelques mois à peine, au To Doom, ils nous ont bien dit que ça allait être une dinguerie, que on n'était pas prêt aux révélations qu'on allait avoir et tout. Pour le coup, bof quoi. Certes les jeux sont cool, notamment le cache-cache, j'ai adoré, mais enfin bref voilà, donc je sais plus trop quoi vous dire de plus. J'ai bien aimé, je suis content de ce final, je suis pas déçu, mais je m'attendais peut-être à un peu mieux. Peut-être que j'avais des attentes trop élevées par rapport aux saisons précédentes, mais je pense pas qu'elles étaient si élevées que ça. Je pense que ça aurait dû suivre une évolution crescendo de saison en saison pour avoir un final épique, mais là un peu bof quoi. Donc voilà, encore une fois, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas le petit like si la vidéo vous a plu et à partager la vidéo, c'est toujours très important pour le référencement. L'abonnement évidemment si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.